Pendant des décennies, la Russie a projeté son influence en Afrique à travers la SMP connue sous le nom de groupe Wagner, un réseau privé de contractants militaires ou de mercenaires, selon à qui l'on pose la question. Cependant, après l'insurrection de Wagner contre Moscou en juin 2023 et la mort subséquente de son chef, Evgueni Prigojine, le Kremlin a décidé de prendre le contrôle direct de ses opérations sur le continent africain. C'est ainsi qu'est né l'Africa Corps, également appelé Corps expéditionnaire russe ou REC, une force expéditionnaire créée par le ministère russe de la Défense en 2023 et subordonnée au renseignement militaire russe et au Kremlin. Son objectif ? Soutenir les gouvernements africains pro-russes dans leurs conflits internes et repousser l'influence occidentale, principalement celle des États-Unis et de la France en Afrique. Aujourd'hui, l'Africa Corps est déployé dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Libye et la République centrafricaine, remplaçant le groupe Wagner et étendant l'influence de la Fédération de Russie à travers tout le continent. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est exactement l'Africa Corps, comment il est né, comment il a évolué, comment il fonctionne, qui le dirige et pourquoi il est devenu l'outil le plus visible de Moscou pour disputer le contrôle de tant de pays africains. Crois-moi, ce sujet semble tout droit sorti d'un film, tu vas le voir. Je suis Gildas GM, heureux de vous accueillir sur Ballistica Historia. Tu verras, l'intention de la Russie d'influencer les affaires africaines n'a rien de nouveau. Cela remonte à la guerre froide. Des pays comme l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Algérie sont devenus des alliés clés du bloc soviétique, recevant entraînement militaire, conseillers, armement et soutien économique. Des milliers d'officiers africains de ces pays sont passés par les académies soviétiques, et les forces du GRU et du KGB ont opéré secrètement, soutenant des coups d'État, des réseaux de renseignement et des missions d'influence culturelle. La stratégie soviétique en Afrique n'était pas seulement militaire, elle était également idéologique et diplomatique. Le Kremlin cherchait à se présenter comme le champion de l'anticolonialisme, offrant son aide aux nations nouvellement indépendantes et projetant l'image d'une Union soviétique solidaire et libératrice. Cela en contraste avec le passé impérialiste de l'Europe et la présence américaine en Afrique. Depuis cette époque, et malgré la chute de l'Union soviétique en 1991, Moscou a cherché à maintenir une présence politique, militaire et économique en Afrique, en adaptant ses méthodes à une nouvelle ère. Au cours des 2 dernières décennies, la Russie a ainsi commencé à proposer des accords de coopération militaire, de formation et de vente d'armes à plusieurs gouvernements africains, surtout à ceux opposés à l'Occident ou confrontés à des problèmes d'insurrection interne. C'est dans ce contexte qu'est apparu le groupe Wagner, un réseau privé de contractants militaires financé par l'homme d'affaires Evgueni Prigojine, qui agissait comme un bras informel de Moscou sur le continent africain. Le groupe Wagner est officiellement arrivé en Afrique en 2017 lorsqu'il a déployé ses premiers contractants au Soudan pour protéger des mines d'or et former des forces locales dans le cadre d'un accord avec le gouvernement d'Omar el-Béchir. La même année, ils ont commencé, ainsi que ses opérations en République centrafricaine, où sa présence est devenue publique et permanente à partir de 2018. Cela comprenait l'entraînement des forces armées centrafricaines et la protection des autorités locales. En résumé, le groupe Wagner offrait de la sécurité en échange de concessions minières, de contrats d'extraction ou d'un soutien politique et diplomatique, et il opérait dans des pays comme le Soudan, la République centrafricaine, le Mali et la Libye, combinant opérations militaires, campagnes de désinformation et contrôle des ressources naturelles. Pendant des années, cette formule a très bien fonctionné. La Russie élargissait sa présence sans l'assumer officiellement, tandis que Wagner s'enrichissait et accumulait du pouvoir dans ces pays. En quelques mots, tout le monde y gagnait. Cependant, tout a changé en juin 2023, lorsqu'Evgueni Prigojine a mené une brève rébellion armée contre le ministère russe de la Défense. Cela faisait suite à des désaccords concernant la guerre en Ukraine avec Sergueï Shoïgu, alors ministre de la Défense, et Valéry Gerasimov. Bien que la mutinerie ait été réprimée en moins de 24 heures, elle a marqué la fin de Wagner en tant qu'organisation indépendante. Quelques mois plus tard, Evgueni Prigojine lui-même est mort dans un mystérieux accident d'avion, dont les circonstances n'ont jamais été totalement éclaircies. Le Kremlin, pour sa part, a profité du moment pour réorganiser tout l'appareil militaire russe en Afrique sous contrôle direct de l'État. C'est ainsi qu'est né l'Africa Corps, qui, comme mentionné dans plusieurs médias et canaux Telegram russes, est aussi appelé Russki Expeditionny Korpus, soit le corps expéditionnaire russe, abrégé REC. Il s'agit d'une nouvelle structure militarisée dépendant directement du ministère de la Défense de la Fédération de Russie et subordonnée au GRU, le puissant renseignement militaire russe. L'idée était assez simple, maintenir l'influence russe en Afrique, mais avec un intermédiaire entièrement étatique répondant directement à Moscou. En d'autres termes, éviter une nouvelle insurrection à la manière de Prigojine. Contrairement au groupe Wagner, l'Africa Corps ne dépend pas d'hommes d'affaires privés ni d'accords informels.
C'est une force expéditionnaire d'État, créée, financée et dirigée par le ministère de la Défense russe lui-même, afin d'éviter tout soulèvement, changement de gouvernement ou mouvement contraire aux intérêts russes. Sa chaîne de commandement répond directement au Kremlin et aux renseignements militaires du GRU, ce qui en fait un outil de politique étrangère plutôt qu'une simple SMP. Néanmoins, dans la pratique, deux noms concentrent le contrôle de l'organisation. Le premier est Younuzbek Evkourov, vice-ministre de la Défense et général retraité de l'armée russe, chargé de superviser les opérations à l'étranger. Le second est Andrei Avrianov, un haut responsable du GRU connu pour diriger des missions clandestines en dehors de la Russie, quelqu'un d'assez dangereux. Tous deux ont parcouru plusieurs pays du Sahel, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, signant des accords de coopération militaire et assurant l'entrée de l'Africa Corps dans la région. Sous eux, le commandement opérationnel revient à Maslov, un ancien commandant de Wagner qui coordonne maintenant les opérations au Mali. Bien que l'Africa Corps ait été créé pour remplacer Wagner sur le continent, la majorité de ses combattants proviennent également de l'ancien groupe de Prigojine. On estime qu'environ 60 à 70% du personnel actuel de l'Africa Corps sont d'anciens membres de Wagner, mais désormais employés directement par le ministère russe de la Défense. Et oui, cela peut paraître contradictoire, mais en y réfléchissant, cela a beaucoup de sens. Ils sont déjà très bien entraînés, connaissent la région et d'une certaine manière, travaillaient déjà pour le Kremlin. Ils bénéficient même d'avantages supplémentaires. Contrairement aux Wagnériens, les soldats de l'Africa Corps conservent leurs grades et leurs avantages au sein de l'armée russe, ce qui consolide leur statut en tant que membres officiels des forces armées. Le recrutement de l'Africa Corps se fait couramment par des canaux Telegram, où sont proposés des contrats d'1 an avec des salaires dépassant les $2000 par mois. Quand on considère que l'autre option est de combattre dans la guerre en Ukraine, un scénario beaucoup plus mortel et brutal, partir en Afrique semble être un bon plan. Toutefois, selon plusieurs rapports, des soldats de l'Africa Corps ont participé à la guerre en Ukraine, mais n'anticipons pas encore. Par ailleurs, l'organisation complète ses effectifs avec des combattants locaux recrutés dans les pays africains où elle opère, surnommés les Wagner Noirs ou Russes Noirs, un mélange de miliciens et de mercenaires africains entraînés sous supervision russe. Ils remplissent de multiples fonctions, interprètes, éclaireurs, connaisseurs du terrain, facilitant ainsi l'expansion et la manœuvre des troupes russes dans la région. Sur le plan économique, l'Africa Corps fonctionne d'une manière un peu différente de ses prédécesseurs, c'est-à-dire du groupe Wagner. Alors que Wagner exploitait directement des mines d'or ou de diamants pour se financer, souvent au prix d'intérêts personnels qui entraient en conflit avec les objectifs géopolitiques russes, le nouvel Africa Corps signe des accords étatiques avec des gouvernements alliés. Des entreprises russes liées à l'État. Cela renforce une nouvelle fois la dépendance de ce corps expéditionnaire envers le Kremlin. Ces accords couvrent aussi bien des projets de raffinerie d'or et d'exploitation d'uranium que la construction de centrales électriques et des accords nucléaires, notamment avec Rosatom, la corporation nucléaire d'État russe. C'est également une manière de légitimer l'influence russe et celle de l'Africa Corps. Moscou transforme sa présence militaire en une relation politique et économique durable, assurant des ressources et des alliances stratégiques à long terme. Et cela ne se fait pas seulement par des accords économiques, mais aussi par de la propagande, de l'influence et des récits soigneusement élaborés. Parallèlement à son déploiement militaire, Moscou a réactivé un vaste réseau de médias et de porte-paroles locaux pour justifier sa présence sur le continent. Le plus important est African Initiative, une organisation qui combine médias numériques, événements culturels et campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Cette structure russo-africaine, dirigée par l'analyste russe Artem Koureyev, un officier lié au FSB, agit comme un bras médiatique du Kremlin en Afrique. Elle publie des communiqués sur les victoires de l'Africa Corps, diffuse des messages anti-occidentaux et accuse la France et les États-Unis de maintenir une influence néocoloniale dans la région. Dans ces publications revient une idée centrale, la Russie ne vient pas coloniser, mais libérer l'Afrique des puissances qui l'ont exploitée durant des siècles. Les communiqués officiels évoquent une prétendue printemps africain impulsé par Moscou, dans laquelle les peuples du continent retrouveraient leur souveraineté grâce au soutien russe. Cela semble tout droit sorti de la guerre froide. Ce groupe reprend même des symboles et une iconographie soviétique historique. Le slogan officiel de l'Africa Corps est « Celui qui ose gagne », une devise qui peut sembler générique au point qu'il s'agit du même slogan utilisé historiquement par les forces spéciales britanniques, comme le SAS. Quant à son emblème, il est chargé de symbolisme. Il montre une épée traversant un casque slave médiéval russe appelé Shishak, le tout posé sur une carte stylisée du continent africain avec une inscription en cyrillique dans la partie supérieure. L'Africa Corps se présente comme un symbole d'indépendance et de coopération, tandis que, selon la majorité des spécialistes, il consolide en réalité une nouvelle forme de contrôle politique et militaire russe sur le continent. Mais nous parlerons plus en détail de ces opérations en Afrique plus tard.
Avant cela, il vaut la peine de comprendre comment se prépare un soldat de l'Africa Corps. Bien que, comme nous l'avons mentionné, environ 70% de ses membres soient d'anciens wagnériens, l'organisation dispose de son propre système de recrutement et de formation, beaucoup plus structuré que celui du groupe Wagner. Tout commence sur des canaux Telegram et des plateformes associées au ministère russe de la Défense, où sont publiées des annonces détaillant salaires, exigences et destinations possibles. Les volontaires doivent se présenter dans l'un des centres de recrutement autorisés en Russie, réussir des tests médicaux, physiques et psychologiques, puis signer un contrat officiel avec les forces armées russes. Rappelons que la majorité de ces candidats sont des militaires ou policiers russes vétérans. Une fois acceptés, commence l'entraînement. Celui-ci s'effectue en Russie, généralement dans des lieux dont les conditions climatiques et environnementales ressemblent partiellement à celles de l'Afrique, ou du moins peuvent être simulées. Là, les recrues apprennent de nombreuses compétences, tir avec différents types d'armes, utilisation de mortiers légers, pilotage de drones, et même conduite de moto, un élément clé pour évoluer dans les terrains arides et ruraux de nombreux pays africains. L'entraînement est intense, mais plus court que celui d'une unité régulière. Il se concentre sur la mobilité, la rapidité et la survie en environnements hostiles. Il inclut probablement aussi une formation théorique sur le pays ou la région de destination, informations sur l'ennemi, la monnaie, des phrases basiques du dialecte local et les coutumes culturelles. Une fois déployés, beaucoup poursuivent leur formation dans des bases situées sur le continent africain, où des instructeurs russes mènent des exercices avec les troupes locales, que ce soit pour combattre des menaces ou pour patrouiller la région en colonne de motos ou autres véhicules comme dans un film de Mad Max. Bien sûr, en parallèle des combattants ordinaires, du personnel spécialisé est également recruté. Pilotes de drones FPV, techniciens en communication, artilleurs et tireurs d'élite. Le cas des pilotes de drones FPV est particulièrement intéressant. La tendance mondiale issue de la guerre en Ukraine s'est étendue jusqu'en Afrique, où l'augmentation des attaques de drones a poussé l'Africa Corps à prioriser l'intégration d'opérateurs qualifiés et d'experts en guerre électronique. Ils forment également les soldats africains au maniement de ces drones. En termes d'armement et d'équipement, l'Africa Corps illustre sa nature hybride, matériel de l'armée russe combiné à des armes acquises auprès d'alliés ou produites localement. Parmi les armes les plus courantes figurent les fusils AK-103 et AK-74, les mitrailleuses PKM ou RPD, ainsi que des mortiers de 82 mm. Il dispose aussi de drones de surveillance et FPV, de chars de la série T, de véhicules blindés et de véhicules tout-terrain non blindés. Le résultat est une force hautement entraînée, soutenue localement, dotée d'une technologie bien supérieure à celle de la plupart des armées africaines, capable de s'adapter à de multiples opérations et menaces. Selon des estimations du ministère britannique de la Défense et du renseignement britannique, l'Africa Corps compterait entre 2000 et 6000 effectifs déployés sur le continent africain, bien que les chiffres exacts soient impossibles à confirmer et pourraient être plus élevés. Le déploiement de l'Africa Corps se concentre principalement dans le Sahel, une région qui traverse l'Afrique du cœur de l'Atlantique à la mer Rouge. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui aujourd'hui, ils forment ce que l'on appelle l'Alliance des États du Sahel ou AES, qui est devenue leur principale zone d'opération. Analysons maintenant brièvement leur participation dans ces pays. En Mali, la présence russe s'est consolidée après le retrait des troupes françaises en 2022. D'abord sont arrivés les éléments du groupe Wagner, puis les hommes de l'Africa Corps. L'un des événements les plus importants fut la prise de la ville de Kidal en novembre 2023, un bastion séparatiste touareg qui avait résisté près d'une décennie. L'armée malienne, appuyée par des conseillers et des hélicoptères russes, réussit à reprendre le contrôle de la zone lors d'une opération considérée comme le premier grand succès militaire de l'Africa Corps. Cependant, la stabilité fut de courte durée. Dans les mois qui suivirent, les groupes djihadistes et les milices touareg intensifièrent leurs attaques contre les forces maliennes et russes. L'un des épisodes les plus violents eut lieu en juin 2025, lorsqu'une embuscade dans la localité d'Anumalan causa la mort d'au moins 23 combattants russes, le plus grand nombre de pertes du Africa Corps enregistrées à ce jour en une seule opération. Dans d'autres zones du Nord, les affrontements au Mali se répètent presque quotidiennement. Le Front de libération d'Azawa, une coalition séparatiste touareg, est même allé jusqu'à utiliser des drones FPV contre des réunions d'officiers russes et maliens dans la préfecture de Thessalie. L'Africa Corps a également joué un rôle clé dans la poursuite des cellules de l'État islamique au Grand Sahara, ISSP, et d'Al-Qaïda au Sahel, également connues sous le nom de JNIM, afin de freiner leur expansion dans la région. En juin 2025, ils ont affirmé avoir éliminé le commandant djihadiste important Abu Deaté, ainsi que plusieurs membres de son unité dans la région de Ménaka au Mali. Le Mali est le pays où la présence de l'Africa Corps est la plus forte. Depuis août 2025, Wagner n'opère plus réellement dans ce pays. Il a été complètement remplacé par l'Africa Corps. Cependant,
Le Mali n'est pas le seul pays où ils sont présents. Au Niger, l'Africa Corps a gagné du terrain après le retrait des troupes américaines en août 2024 et la fermeture de la base de drones d'Agadé. La Russie signa des accords de coopération militaire et un mémorandum pour l'exploitation de l'uranium, ce qui fit du pays un point clé du projet russe d'influence dans le Sahel. Au Burkina Faso, l'arrivée de l'Africa Corps s'est concrétisée début 2024 avec un contingent de 100 Russes arrivés en janvier de cette année. Le groupe n'est pas seulement venu comme force de combat, mais aussi comme garantie de sécurité pour la junte du capitaine Ibrahim Traoré, qui avait expulsé les troupes françaises et cherchait de nouveaux partenaires de confiance. Ibrahim Traoré s'est même réuni personnellement avec Vladimir Poutine lors du défilé du jour de la victoire en Russie. Pourquoi ne le ferait-il pas? Bien entendu, l'action de l'Africa Corps ne se limite pas au Sahel. Ils maintiennent également une présence dans d'autres points stratégiques du continent, comme par exemple en Libye, où des images satellites montrent la construction d'une grande base militaire russe dans la région du sud libyen contrôlée par les forces tribales Toubou. La base est située à un point stratégique près de la frontière avec le Soudan et le Tchad, c'est-à-dire à l'ouest du Sahel. Elle se trouve également près des mines d'or de la région de Kuri-Bogodi. Le tout en soutien au dirigeant de facto et commandant suprême de l'armée nationale libyenne, le général Khalifa Haftar. Par ailleurs, en République centrafricaine, où l'Africa Corps a hérité d'une partie de l'infrastructure que Wagner avait mise en place des années plus tôt, et au Soudan, où il cherche à sécuriser des routes d'approvisionnement et le contrôle de mines d'or. Des mouvements liés à l'Africa Corps ont également été signalés au Tchad et dans la région frontalière avec le Soudan du Sud, zone clé pour les opérations logistiques russes en Afrique. Dans tous ces pays africains, l'Africa Corps cherche à protéger les gouvernements alliés, garantir l'accès aux ressources naturelles pour la Russie et ses entreprises d'État, et remplacer la présence occidentale qui a dominé la région pendant des décennies sous l'influence du Kremlin. Il remplit ainsi 3 fonctions essentielles. Comme tu peux l'imaginer, leurs méthodes pour atteindre ces objectifs ne sont pas exemptes de controverses. De nombreux rapports locaux et organisations de défense des droits humains dénoncent des exécutions sommaires, des tortures et des attaques indiscriminées contre des civils dans les zones de conflit, reproduisant les mêmes schémas déjà reprochés au groupe Wagner. Cependant, dans ce cas, les conséquences peuvent être beaucoup plus directes pour le Kremlin, alors que Wagner agissait avec une relative autonomie, permettant à Moscou de maintenir une certaine plausibilité de déni. L'Africa Corps dépend presque entièrement de l'État russe et de ses services de renseignement. Ce n'est plus une force 100% privée, ni un intermédiaire. Leurs opérations sont, en pratique, des opérations du gouvernement russe. En définitive, l'Africa Corps est un pari majeur de Vladimir Poutine. Ce n'est pas simplement un remplacement ou un changement de nom du groupe Wagner, c'est une nouvelle stratégie. Moscou ne se contente plus d'une influence dans l'ombre, il cherche désormais une présence directe, des accords d'État à État et un contrôle territorial en Afrique. Mais les opérations de l'Africa Corps, malgré ce que son nom indique, ont aussi atteint l'Ukraine. Selon plusieurs rapports indépendants, une partie des effectifs a été envoyée sur le front ukrainien. Certains ont combattu dans des zones chaudes du Donetsk et de Zaporijia, alternant entre l'Afrique et le champ de bataille européen en fonction des besoins du Kremlin. Cette double fonction, force expéditionnaire et réserve de combat, montre que l'Africa Corps n'est pas seulement un instrument de projection extérieure, mais aussi une ressource militaire flexible. Peu à peu, la Russie gagne en influence sur le continent africain, et elle n'est pas la seule. La Chine, la Turquie et même l'Iran cherchent également à combler le vide laissé récemment par l'Occident dans la région. Plus de 30 ans après la fin de la guerre froide, l'Afrique reste un champ de rivalité entre puissances, et l'Africa Corps est la carte maîtresse de Vladimir Poutine pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur. C'est tout. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, liker, partager et laisser vos impressions dans les commentaires. Ton soutien est entièrement facultatif, mais très apprécié. Sans rien ajouter de plus, je suis Gildas G.M. Ceci est Ballistica Historia, et je vous souhaite une excellente journée.